Salut à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. C'est déjà une habitude pour vous de m'avoir en votre compagnie les lundis, mais laissez-moi vous dire que désormais, je serai en votre compagnie, non seulement les lundis, mais également les mercredis et les vendredis pour finir en beauté la semaine, certainement. Bon, pour ce qui est de ce jour, je vous annonce déjà que 4 grands plateaux sont annoncés. Avant d'avoir toutes les informations, tous les détails à cet effet, je nous laisse suivre les prévisions météorologiques. À tout de suite. Nous sommes à Savalou aujourd'hui, mesdames et messieurs. Ça, c'est une proposition de mes collègues du montage, précisément de Isaac Noundedo, qui nous propose la météo de demain, 7 heures. Il faut préciser, ce n'est que des prévisions. Prenez toutes vos dispositions pour ne pas vous faire surprendre. Alors, je l'ai annoncé tantôt, on a 4 grands plateaux ce soir. Déjà, Marcel Gbetoko et son invité sont déjà installés. Si le réalisateur nous le permet, on peut les voir. Merci Gila Amel Gbeirin pour ce plan qui nous montre nos deux, ma chroniqueuse et notre invité, M. Péniel Fanou, président du Conseil national des exportateurs de Kajou du Bénin, pour nous parler, comme je le disais, de la campagne 2019 de commercialisation du Kajou, le bilan à mi-parcours. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure avec Marcel Gbetoko et Péniel Fanou. Nous aurons également sur ce plateau M. Tchewa Sonon, il est encadreur de brigadier balayeur. Avec lui, on va parler de l'assainissement de nos plages, une affaire de tous, nous dit-on. Nous aurons dans Autant Savoir Patrick Zivoido pour parler de la journée sans régime. À quelle fin? C'est un nutritionniste diététicien. Il va nous donner toutes les informations tout à l'heure. Oui, Autant Savoir qui s'intéresse aujourd'hui à la rubrique santé. C'est la journée internationale sans régime. On reste donc collé à l'actualité. Le dernier grand plateau, ce sera avec Romaric Mouftaou. Il est un jeune engagé dans le développement du Bénin. Avec lui, on va parler de la jeunesse béninoise, acteur principal de développement. Il va nous donner son avis de la jeunesse béninoise dont il fait partie, dont je fais partie. Quelles sont les actions que nous devons mener pour le développement de notre nation. En fin d'émission, nous aurons, si tout va bien, Adonis Boum pour l'actualité sur la toile. Ah ben, mesdames et messieurs, le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. C'est une habitude pour vous. La messe de l'information sera dite ce soir par Estelle Pazou. Estelle, bonsoir. Bonsoir à vous, Rose Dadondé. La pleine forme. Pourquoi ça va très bien chez vous? Un peu timide ce soir. Je sens un silence, un calme un peu plat là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne sais pas. C'est peut-être que je n'ai pas bien dormi, que je suis un peu fatiguée. Peut-être aussi que le week-end était tellement mouvementé que vous êtes toutes fatiguées en début de semaine. C'est comme vous voulez, Rose Dadondé. Alors, qu'est-ce qu'on aura au menu du 19h45 précisément de ce soir?
Alors, les conditions de production des eaux conditionnées laissent encore à désirer. Les consommer est nuisible à notre santé et les acteurs du sous-secteur interpellent. Les pertes post-récolte sont un manque à gagner pour les producteurs agricoles. Elles sont aussi à la base de la pénurie alimentaire. Les ingénieurs agronomes préconisent des techniques de conservation des produits agricoles. Et puis, être une femme ronde et s'adonner à la salsa, ce n'est pas évident. Mais Adeline Agasuno combine avec brio les deux. Sa corpulence ne l'empêche pas de se mouvoir au rythme des sonorités latines. La rédaction vous propose son portrait et ce sera bien évidemment à 19h45. Merci bien Estelle. Vous n'êtes pas ronde, je n'en suis pas non plus. Ma chef d'édition Yasmine Damanta ne l'est pas non plus, mais nous allons suivre cet élément-là avec attention. Une femme ronde qui danse. En tout cas de la salsa, j'ai bien envie de découvrir celle-là. Soyez patiente, ce sera à 19h45, donc dans pas longtemps. N'est-ce pas? Alors, mesdames et messieurs, on prend donc le rendez-vous, mais avant 19h45, nous avons déjà installé notre plateau de monde agricole. Vous avez eu le temps de les découvrir. Nous allons aborder le sujet dont j'ai parlé tantôt, campagne 2019 de commercialisation du cajou, le bilan à mi-parcours. Monde agricole tout de suite. Marcel Gautoro, bonsoir. Bonsoir. Vous vous portez très bien? La pleine forme. Vous avez du rouge ou du rouge à lèvres? Oui. Aux lèvres? Oui. Et dans votre tunique? Oui, ce n'est qu'une continuité. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez, non, oui, elle n'a que des rouges à lèvres. Comme tu as du mis rose. aux lèvres également, tu as porté du rose. Donc, je pense que l'inspiration, elle est commune. Ah, ou bien. Alors, monsieur Péniel Fanou, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, madame. Le week-end, comme j'ai l'habitude de le demander à mes invités en début de semaine, le week-end, ça a été? Oui, ça s'est très bien passé. C'était un week-end consacré au sacrement de confirmation. Il y a eu beaucoup de confirmés. Vous avez eu une confirmée? J'ai eu un confirmé. Ah. Raison de plus pour en parler. Ça, c'est bien. Moi-même, j'ai été confirmé. Ah, d'accord. Mais dis donc. La fête se poursuit. Mais Yasmine, je dis Yasmine, Marshall ne sommes pas. Non, mais pour les adultes, il n'y a pas de fête. Pour les adultes, tu as confirmé un adulte qui se confirme à l'âge là. Et moi, je me dis, mais c'est rare en plus. Mais quand même, c'est bien de retrouver le chemin de Dieu, comme les gens le disent. Jusqu'à 100 ans, c'est possible. N'est-ce pas? Même au dernier jour de sa mort. Voilà, avant la mort, tout est possible. À fait. Alors, on parle avec vous de la campagne 2019 de commercialisation du cajou. On va faire un bilan mi-parcours. Mais d'abord, nous allons suivre, et Marcel, cet extrait que vous avez réalisé pour nous, qui nous présente un peu le lancement de la campagne. C'est un extrait de Estelle Pazou qui lance un peu, et qui présente un peu la veille du lancement de la campagne de commercialisation de la NACAD édition 2019. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, on suit. La campagne de commercialisation 2018-2019 sera lancée très très bientôt. Et il y a au niveau de l'interprofession de la filière NACAD des dispositions qui sont en train d'être prises pour quand même rassurer tous ceux qui vont intervenir dans la commercialisation des noix de cajou cette année pour qu'ils puissent exercer en toute quiétude pour que les difficultés que nous avons eues l'année passée dans la commercialisation n'apparaissent plus cette année. Aujourd'hui, pour exercer réellement sur le terrain, si vous êtes acheteur professionnel de noix de cajou, vous devez forcément vous faire enregistrer au niveau de la Fédération nationale des acheteurs de fruits tropicaux. C'est extrêmement important pour avoir une carte d'acheteur qui vous permettra d'aller sur le terrain. Si vous n'arrivez pas à avoir cette carte et que vous allez sur le terrain, la FENAPAT a mis en place une disposition, des contours de sécurité qui permettront de repérer ces acheteurs indélicats et leur appliquer la règle comme cela se doit. Nous avons connu assez de problèmes la campagne passée et nous sommes réellement engagés au niveau des familles d'acteurs et au niveau de l'interprofession à mettre en place des consignes de sécurité claires pour permettre à ce que nous, qui sommes acteurs au niveau de la filière, nous ayons nos bénéfices et que l'État aussi trouve qu'on appelle ses bénéfices pour ce qui concerne
les taxes à l'exportation, les investissements qui sont faits dans l'accompagnement des producteurs, etc. La date précise du début de la campagne, aux dernières nouvelles, je pense que c'est le 7 mars prochain. La campagne sera lancée à Dassa et c'est les informations que nous avons reçues du ministère du Commerce. Et tous les acteurs, les partenaires techniques et financiers qui accompagnent la filière seront au rendez-vous pour que les activités soient officiellement lancées et que chacun puisse rester dans le cadrage qui lui a été donné. Merci à vous, Herman Abionan, pour ces prévisions que vous nous annonciez tantôt de la campagne 2019. Maintenant, est-ce que tous ces chiffres annoncés, on peut dire que tout ça est atteint? Nous avons sur ce plateau le président du CONEC qui va nous apporter beaucoup plus de précisions. Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Bonsoir également à vous, monsieur le président. Bonsoir. Alors, sur ce plateau, nous allons faire un bilan à mi-parcours, comme on l'a dit. Est-ce que déjà, par rapport aux prévisions que vous avez eu à faire pour cette campagne de la commercialisation de l'ANACAD édition 2019, par rapport à ce que vous avez sur le terrain actuellement, est-ce qu'on peut faire un petit bilan pour voir si les prévisions correspondent à ce que nous avons actuellement? Je dois commencer par... Je vous remercie d'abord pour ce plateau qui vient à juste titre, parce que nous sommes, je vais dire, nous amorçons une crise dans le monde cajou actuellement. Et quand je parle de crise, c'est que par le passé, les gens ont connu une commercialisation pas assez facile, mais qui est souvent sujette à une flambée des prix. Cette année, c'est le phénomène contraire qui s'est produit. Et quand vous parlez de bilan à mi-parcours, je dois commencer d'abord par vous parler de la production. L'année dernière, nous avons eu, je parle de 2017, campagne 2017-2018, nous avons eu une production de 140 000 tonnes et on a commercialisé au niveau des exportations, nous avons fait 104 000 tonnes. Maintenant, le reste, c'est aller dans la transformation. Et cette année, nous espérons normalement dans les 150 000 tonnes. Okay. Bon, au niveau de la production, ce n'est pas un problème, mais le vrai problème se pose au niveau de la commercialisation. Et à mi-parcours, vous avez déjà commercialisé quelle quantité? Aujourd'hui, avec les chiffres que nous avons à notre niveau, nous sommes autour de 45 000 tonnes. Wow. Une prévision de 158 000 tonnes? Oui. Donc encore une quantité, même pas la moitié. Plus de 100 000 en attente encore. Bon, c'est vrai, c'est ce qui est sorti. Maintenant, au niveau des transformateurs, parce que les transformateurs aussi s'approvisionnent, nous avons environ 13 usines qui sont installées pour une capacité de 50 000 tonnes environ actuellement. À soustraire des 100 000 qui ne sont pas encore commercialisés actuellement. Maintenant, au niveau des transformateurs, je ne peux pas avancer de chiffres. Je ne sais pas à quel niveau ils sont déjà dans leur approvisionnement. Et pour revenir un peu en arrière, le prix du kilogramme de la noix de cajou cette année était fixé à combien? Bien fixé à combien? Ok. Cette année, le gouvernement a fixé le prix à 400 francs. Contrairement à l'année dernière où le prix était allé jusqu'à 650 francs. Soit une différence de 250 francs. Ça fait le bonheur des producteurs, hein? Oui, le bonheur des producteurs, mais cette année, ce n'est pas le cas. Et l'année dernière, quand ça a été le bonheur des producteurs, les prix ont tellement connu une envolée qu'on n'a pas su maîtriser ça. Parce que les produits sont allés jusqu'à 900 000 francs en brousse. Mais malgré que cette année, le marché ne s'y prêtait pas. À 400 francs, vous avez encore un problème de commercialisation, c'est ça? Oui, cette année, ce qui s'est passé, vu que l'année dernière, les prix ont été trop élevés, il y a beaucoup qui n'ont pas pu acheter. Il y a les Indo-Pakistanais, les exportateurs étrangers qui sont partis, qui n'ont pas pu, parce que le marché ne s'y prêtait pas. Okay. Maintenant, il est resté du stock résiduel. Et ces stocks ont été mélangés cette année
au nouveau stock. Environ, quand on a fait ça tournait autour de 36 000 tonnes. Mais au niveau des autres pays voisins aussi qui commercialisent l'anacarde, les prix sont souvent un peu proches. Par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est 3,75, mais pourtant, la commercialisation se fait aussi à ce niveau, n'est-ce pas? Oui. Ou bien le problème est général? Le problème est général, mais à la fois spécifique suivant les pays. D'accord. Les problèmes de la Côte d'Ivoire ne sont pas ceux que nous on a enregistrés au niveau du Bénin. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a eu la surproduction. Et comme déjà la surproduction a commencé depuis les pays consommateurs, je veux citer le Vietnam, ils ont des produits en excès. Ils n'ont pas pu transformer tout ce qu'ils avaient acheté parce qu'ils ont pu avoir les produits des pays environnants, comme le Cambodge. Du coup, ils n'ont pas pu transformer, ils ont du stock résiduel jusqu'à 350 000 tonnes. Quelles sont les vraies difficultés, les vrais problèmes liés justement au ralentissement de la vente, de la commercialisation? Oui, c'est ça que j'ai commencé par... Ça, c'est bon. Vous avez commencé par parler de la Côte d'Ivoire. Du Vietnam. Du Bénin. J'ai commencé par parler du Vietnam. C'est des relations. On ne peut pas parler du Bénin sans parler de là où on va vendre le produit. C'est une chaîne. Oui, c'est les problèmes, c'est lié en fait. D'accord. Et donc, quand je vous parlais du Vietnam tout à l'heure, c'est les pays consommateurs. C'est eux, normalement, qui viennent acheter l'Inde, le Vietnam, qui viennent acheter. Mais comme ils ont du stock dans leur magasin, il n'y a pas eu beaucoup de contrats cette année. Et aussi, à leur niveau, il y a eu problème de financement au niveau de leur banque. Vu qu'ils ont des difficultés de transformation, les banques qui les accompagnaient d'habitude ne l'ont pas fait cette année et ça a eu une répercussion sur nous, notre marché. Ajouté au problème de qualité que nous avons, les rares personnes qui ont eu des contrats préféraient un produit de meilleure qualité que celui que nous avons actuellement. Mais si la campagne est prévue pour durer 6 mois, de mars à octobre, et que nous sommes déjà en mai pratiquement, et qu'on n'a fait que écouler 45 000 tonnes des 150 000 prévues, est-ce qu'il n'y a pas question de s'inquiéter pour le reste des produits? Que la situation de 2018 se reproduise? Oui, à la fois oui et à la fois non. Maintenant, ce que nous espérons, c'est qu'au fur et à mesure, ces usines consommatrices vont écouler leurs produits. Et après, à un moment donné, ils vont revenir pour prendre... Donc l'espoir est beaucoup plus au niveau des consommateurs, des usines de transformation. Oui, aussi bien au Bénin, les usines localement installées aussi, nous espérons, parce que comme le prix a baissé aujourd'hui, peut-être les usines locales peuvent beaucoup s'approvisionner aussi. Alors, en dehors du prix, de la qualité, y a-t-il pas aussi peut-être un facteur lié au transport du produit? Est-ce qu'aujourd'hui, le système de transport, d'exportation justement de l'anacarde facilite la commercialisation cette année? Les taxes, à ce niveau, est-ce qu'on peut en parler rapidement? Ok. Parlant des taxes, c'est... Bon, c'est vrai, c'est bon les taxes, mais à l'heure actuelle, où il y a une crise, on aurait souhaité que le gouvernement revoie légèrement à la baisse la taxe fixée à 70 francs le kilo. Ça s'est fait dans les autres pays où la Côte d'Ivoire... Il n'y a même pas de taxe dans certains pays. Comme le Ghana, par exemple, il n'y a pas de taxe. Togo, 25 francs, normalement. Togo, 25 francs, le Burkina... Mais tout ça aussi, ça contribue Togo, au 41 développement francs, du le pays. Burkina, 25 francs. Et puis, la Côte d'Ivoire qui est revenue à 51 francs. De 107 francs, ils sont revenus à 51 francs. Vous savez, on ne pourra pas parler des problèmes liés à cette campagne de l'anacarde d'édition 2010 en 15 minutes. J'aurais aimé peut-être qu'on revienne le mercredi pour approfondir un peu plus si le plateau, si l'ensemble de la production si le permet, l'invité surtout nous le permet, si sa disponibilité nous permet de l'avoir encore le mercredi pour aborder le sujet. Réellement aborder maintenant les approches de solutions pour écouler quand même le reste de produits, le reste de stock là, et qu'il faut vraiment faire écouler pour que les producteurs puissent rentabiliser. Dans tous les cas, l'interprofession est en train de réfléchir avec l'État. L'interprofession a initié un courrier qui allait vers la pièce
qui va se porter notre porte-parole auprès du gouvernement et des mesures seront prises les jours à venir. Dans tous les cas, vous ne dormez pas aussi. Nous aussi, nous n'allons pas dormir. Nous allons continuer par inviter les importateurs, les acheteurs à venir consommer l'anacarde du Bénin. D'accord. Et déjà commencez à en consommer déjà à votre niveau, Rachel Betoro. Et les téléspectateurs aussi en consomment. D'accord. Si vous permettez, déjà demain, le ministère du Commerce nous invite à une table ronde pour... Rachel Betoro soit de la partie. Bonne nouvelle. J'y serai. J'espère qu'on aura de la noix de cajou. Vous en aurez à foison, je vous le garantis. Et voilà, Monde agricole qui difficilement s'est achevé, mesdames et messieurs. Yasmine Damanta, toutes nos excuses, hein, on a dépassé légèrement le temps, mais on saura se rattraper sur les autres rubriques. Et oui, c'est comme ça. Alors, mesdames et messieurs, après donc Monde agricole, nous allons installer le plateau de Autant savoir, oui, ce soir avec Fulgensia Ontonji. Une journée internationale sans régime. Oui, nous célébrons une journée internationale sans régime. Mais de quel type de régime nous parlons? Nous aurons toutes les informations ce soir avec Patrick Zinvoedo. Il est nutritionniste diététicien. Et cette fois-ci avec Fulgensia Orontondier, non Agnat Bello. Mesdames et messieurs, nous aurons tous les détails tout à l'heure. Mais d'abord, voici ce que Fulgensia nous a proposé comme micro-trottoir sur le régime. Les usagers viennent acheter de l'ananas chez moi et même ceux qui travaillent au ministère. Je sais que ce fruit a de vertus. En prenant l'ananas, on perd du poids et on reste en bonne santé. Je sais qu'on doit manger équilibré. Équilibré dans les proportions, bien sûr. Il ne faut pas prendre trop en excès, il ne faut pas prendre trop en dessous aussi. Dans le régime, il peut y avoir des fruits, normalement le matin. Après les fruits, il faut prendre beaucoup d'eau dans ton régime. Il faut manger beaucoup de feuilles, prendre du solide avant 19 h. Avant, moi, je pèse 110 de kilos, 110. Mais aujourd'hui, je suis à 75. Et je vais faire tout possible pour venir à 60. Et il n'y a pas de médicament qui peut diminuer le poids. Il n'y en a pas. Si un docteur vous a dit ça, il vous trompe. Il faut bouger le corps et faire beaucoup de sport. Les légumes, les fruits, il faut consommer beaucoup. Moi, à partir de 6 h, je me suis déjà levé. Et je dors à minuit ou bien à 23 h. Vous voyez? Avant, j'étais gros. Et tout le monde m'appelait gros. Maintenant, je me sens bien. Ouais. Jusqu'à ce que j'ai acheté pèse-poids et je me contrôle tous les matins. Il y a différents types de sports qu'on peut faire pour perdre du poids. Danser, c'est aussi faire du sport. Elle permet de brûler la graisse. Pour un régime réussi, il faut faire des activités physiques. Pour un bon régime, manger sain, ne pas manger exagérément, ne pas trop grignoter entre les repas et faire du sport, faire de la danse, faire des exercices physiques, se défouler. Et aussi, il faut se faire plaisir de temps en temps, aller dans la nature, aller à la plage, aller là où il y a de la verdure, etc. Tout ça participe à la bonne santé physique, mentale. Quand vous êtes bien psychologiquement, vous êtes bien dans votre esprit, vous pouvez être bien dans le corps aussi. Je connais des dames qui, après l'accouchement ou après 2 accouchements, étaient devenues vraiment très grosses et tout, mais qui, au bout de 6 mois de travail, de fitness, ont complètement fondu, complètement changé. Voilà, donc, en fait, c'est pouvoir enlever le surplus, pouvoir enlever la graisse. Voilà. Alors, on retrouve sur le plateau Fulgensia Ontondier. Fulgensia, comment allez-vous? Ça va bien. C'est pas un plateau beauté aujourd'hui. Non, non, non. Autant savoir. Autant savoir. Oui, mesdames et messieurs, vous attendiez certainement Agnat. Elle est en congé. On lui souhaite d'ailleurs, si elle nous regarde, bon Ramadan, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Alors, nous sommes avec vous et Patrick Zinvoedo, nutritionniste diététiste.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, madame. Vous portez très bien? À merveille. Parfait. Alors, on parle du régime. De quel type de régime concrètement? Je veux savoir. Alimentaire. Eh bien, vous l'avez déjà dit à l'entame, mais aujourd'hui, la communauté internationale a choisi de célébrer une journée sans régime. Aujourd'hui, il ne faut pas faire de régime, s'il vous plaît. À quelle fin? Ah oui. Il y a le diététicien, il est ici, il va nous en parler. D'accord. Alors, dites-nous, monsieur Zimvoedo, que peut-on comprendre par régime alimentaire? Merci, madame. On dit, régime alimentaire, vous savez, c'est un comportement qu'il faut avoir. Il faut avoir une discipline gastronomique. C'est ça, en quelque sorte. Il ne faut pas manger comme... Parce qu'il y a le gourmand et le gourmet. Ouais. Oui, il faut avoir un comportement d'un gourmet. C'est ça, un régime alimentaire. Se discipliner dans ce que tu manges. Avoir la culture de la sélection des plats. Et là, tu te connais, tu sais de quoi avec tu peux marcher. Et tu es accepté. Comme l'a dit votre intervenant tout à l'heure, il n'y a pas de médicaments. Et quand tu as la discipline gastronomique, la sélection des plats au déjeuner, dîner, je pense que tu n'auras pas de problème. Donc on peut déduire facilement qu'on peut passer une journée sans faire de régime. Oui, mais si l'organisme réclame, on doit le faire. On doit le faire. Je veux bien savoir, le régime alimentaire et le régime tout court, il y a une différence? Oui, il y a une différence. Est-ce que vous pouvez nous... Le régime, c'est le fait d'être tellement dans la monotonie. Oui. Il y a le régime sévère et le régime autonomé. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Le régime, c'est tout ce que nous mangeons. Mais quand il s'agit de régime alimentaire, ça, c'est la sélection. Là, il y a une discipline à ce niveau. Une discipline à suivre, une rigueur en soi. Donc, le régime alimentaire, ce n'est pas pour perdre du poids? Non, non, non. Bon, vous savez, quand il y a le régime alimentaire diabétique, le régime alimentaire pour perdre du poids, le régime alimentaire pour compenser le fer, le calcium. Et le régime alimentaire pour en prendre aussi. Voilà. Alors, quand peut-on sentir ce besoin-là d'aller au régime? Oui, on sent ce besoin quand un médecin t'impose d'aller voir un diététicien ou un nutritionniste. Je prends par exemple un cardiologue. Tu vas rencontrer un cardiologue et il t'examine, il voit que ton cœur est trop gras et tu as l'obésité, tu as le poids, ou bien tu rencontres un diabétologue, il constate que ton alimentation est trop riche en gluten, en sucre, en glucose. Il te dit, va constater un diététicien, un nutritionniste qui va t'orienter, qui va te faire un plan alimentaire, un régime alimentaire propre à ta pathologie, à ton état de santé. C'est parce qu'on observe, bon, parce que moi j'ai constaté que j'ai pris quelques poids et je décide moi-même de me mettre au régime. Non, tu vas te perdre, parce que... Carrément. C'est ce qui se fait d'habitude. Parce que les gens ils se disent, bon, je n'ai pas mangé depuis le matin, mais je mange à 16 h, c'est dangereux. Quand tu manges à 16 h, peut-être tu peux prendre du yam pilé. Là, tu ne fais pas un régime. Pour compenser. Pour compenser. Ça, c'est vrai. Et là, je dirais peut-être que c'est la raison pour laquelle certains nutritionnistes refusent le régime alimentaire qui nous interdit de ne pas manger peut-être le matin ou de ne pas manger le soir, mais de respecter les trois repas par jour, mais de façon peut-être plus raisonnable. Parce que les anglophones disent, le petit déjeuner, je consomme seul. Le déjeuner, je partage avec mes ennemis. Et le dîner, je donne ça à mes... Non, le déjeuner, je partage avec mes amis. Et le dîner, je donne ça à mes ennemis. À mes ennemis. Ah, donc faut pas dîner, c'est cela? Non, dîner, on dîne mal au Bénin. Il faut savoir comment manger, à quel moment de la journée manger et quoi manger surtout. Voilà. Il y a le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le souper. Le souper, c'est entre 1 h du matin, 2 h du matin. Et là, c'est la soupe. Tu peux faire la soupe de chayo peut-être. La soupe, bon, chayo c'est menthe poivrée en langue française, mais dans notre langue c'est chayo. Tu peux faire la soupe de patates douces, tu peux faire la soupe du chou et prendre. Et quand il y a soupe, c'est l'eau, parce qu'entre 1 h du matin, 2 h du matin, il faut hydrater le corps. C'est ça. Maintenant, le repas du soir, c'est au plus à 19 h, il faut finir de manger. Il ne faut jamais aller, il y a des gens qui se disent, ben, c'est le soir qu'on se retrouve en petite famille
Pour manger, on prend la pâte et la sauce gluante. La sauce gluante n'est pas adaptée pour la soirée. On mange. Ah bon? Il faut manger quoi alors? La salade? C'est les légumes le soir. Même les légumes de chez nous. Nous avons la langue de bœuf qu'on appelle glaçement. Nous avons le grand morel qu'on appelle boma. Et tu fais ça bien avec beaucoup d'oignons, avec la pâte du sorgho rouge, bien la pâte de fonio. Ça, c'est des repas légers. Il faut éviter au maximum le gluten le soir. Là, ça devient compliqué. Parce que l'organisme travaille la nuit, on dit, donc il faut manger consistant pour que le matin, vous ne vous réveillez pas avec le ventre affamé, quoi. C'est ça. Comme l'a dit votre monsieur tout à l'heure. Il a tout dit, n'est-ce pas? Franchement. Il a été clair. Oui. Lui-même, il a examiné son corps. Et j'aime des gens comme ça. Donc il faut savoir, il faut prendre conscience de ce qu'on a comme organisme. Oui. Si tu veux avoir un ventre équilibré, pas de gras, quand on te voit marcher, tu portes des costumes, tu marches bien, ça veut dire que celui-là, de l'intérieur, il écoute son corps vers l'extérieur. Est-ce que vous voyez? Mais quand si tous les jours le matin, tu te retrouves avec avec du lait, avec du pain, des œufs, et on fait un mélange. Sans un verre de jus de fruits ou bien sans un fruit, c'est dangereux. À midi, tu te retrouves encore avec yam pilé et bière. Mais mon frère, tu seras toujours dans l'obésité. Oui, bon, je vous appelle ainsi, docteur, mais je veux savoir quelle est la meilleure ligne à avoir, la ligne conseillée. Parce que, franchement... Vous savez, le petit déjeuner, au contact du soleil, il faut aimer les fruits riches en lycopène, en vitamine C. Et quels sont ces fruits-là? Lycopène, je prends papaye, pastèque, melon, la mangue. Et en même temps, quand tu consommes ces fruits, tu es accepté de plusieurs maladies. Tu préserves ta rétine, c'est-à-dire les yeux, les organes qui sont autour des yeux, les cellules, tout ça. Tu les préserves, tu n'auras jamais la cataracte, ni glaucome, parce que tu consommes tous les matins des fruits rouges qui t'apportent naturellement de la vitamine A. À midi, tu te retrouves avec les oranges, les agrumes, pamplemousse, citron, orange. Et là, c'est la vitamine C, l'instance du calcium. Et tu prends un bon repas à midi. Voilà, des fruits, un ensemble de fruits bien variés. On a eu une très belle image tout à l'heure. Voilà. Donc, quand tu as une ligne comme ça, c'est fini. Mais on est en bonne santé. Oui, mais quand tu voyages, ou bien tu sors pour aller faire des gens de il faut privilégier uniquement un excès de fruits dans la matinée. Alors, parfois, on a suivi l'élément témoin. Il y a un monsieur, il avait 110 kilos, mais il dit qu'il veut aller jusqu'à 50. Est-ce que c'est conseillé? Est-ce qu'il n'y a pas une marge à ne pas dépasser? 50, c'est déjà trop. C'est trop. Il n'a qu'à être dans les normes de 75, 70. Actuellement, il a 75. Voilà, il n'a qu'à rester comme ça. Là, c'est mieux. Et les soirs, ils ne prennent que du... comment on appelle? Vous avez ce qu'on appelle la roé, non? Noix de Brésil. Non, vraiment. C'est bon. Il faut manger ça les soirs. Vous savez, on est concentré seulement dans le sucré, salé, fermenté. On se limite sur ces trois principes. Mais amer, c'est où? L'amer, c'est pour la soirée. L'amer accompagne le rein, le pancréas. Et c'est pourquoi il y a des gens qui consomment uniquement de pâte de maïs les soirs avec gombo. Et à 45 ans, diabète de type 1. Ça, c'est une monotonie. Ça se répète. Quand je prends quelqu'un qui sort du mono, c'est la pâte de maïs. Comme bien dur. Bien dur. Quelqu'un qui sort du savalou. On parle souvent de faire le sport. Est-ce que c'est conseillé? C'est vraiment bénéfique? Le sport, ça, c'est un complément. Pour la santé. Le grand problème, c'est contrôler son alimentation. C'est ça ce qu'il faut déjà combattre. Des gens courent, je les vois courir le samedi sur les stades de la météo, mais le ventre danse toujours. C'est pas là le problème. Et après ça, on va s'asseoir, on va prendre yam pilé. Avant même de rentrer avec la sueur, on s'assoit et puis on se gave de nourriture et puis bon, on reprend les kilos perdus, quoi. Merci beaucoup et merci à vous, monsieur Ziwa Edo. Vous êtes nutritionniste diététicien et avec Fulgencia. Merci pour toutes ces informations et pour le choix du sujet déjà. Une journée sans régime. On comprend vraiment toutes les fins utiles du choix de cette journée-là. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Autant Savoir. Monsieur l'invité, bon retour chez vous, bonne soirée. Merci beaucoup. Lago, on se dit à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Ok. Mesdames et messieurs, après donc Autant Savoir, voici Nature et Bien-être.
Nature et bien-être s'intéresse ce soir à l'assainissement de nos plages. C'est une affaire de tous, nous dit-on. Nous aurons sur ce plateau M. Tchewa Sono. Il est encadreur de brigadier balayeur. Ce que ça veut dire, il va nous le dire tout à l'heure. Mais avec lui, on va parler du sujet. Mais d'abord, voici cet élément réalisé sur l'insalubrité au niveau de nos plages. La plage au sable doré de Fidrousse est l'un des endroits les plus attrayants de Cotonou. Mais lorsqu'on y fait un tour, on remarque qu'elle est sale. Récemment, le gouvernement a recruté des agents de nettoyage pour veiller à la propreté des lieux. Ils sont une quinzaine et travaillent du lundi au vendredi. Munis des râteaux, ils enlèvent les résidus, les sachets et tout ce qui salit la plage. Vous balayez la plage, vous trouvez des besoins qui sont par terre, vous êtes obligé de creuser ou vous êtes obligé de ramasser. Vous avez des slips d'enfants, vous avez des couches de bébés, ou même des couches de femmes, vous avez des slips de femmes même, des femmes qui viennent à la plage, qui laissent leurs slips. On ne sait pas pourquoi ils font ça. Et nous sommes confrontés à tout ça. Nous sommes confrontés à nos frères pêcheurs. À nos frères pêcheurs parce que eux aussi, quand ils finissent la pêche, ils déposent les poissons. Vous voyez des rejetons de poissons tout et tout sur la plage, ils laissent tomber et puis c'est très sale. Après nettoyage, la plage est désormais propre. Nous sommes retournés un dimanche matin à la même plage. Le constat laisse à désirer. Tout est redevenu sale. Des sachets sont déposés ça et là. Nous avons fait une petite balade sur la plage et nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas de poubelle, hormis un réfrigérateur hors d'usage qui sert de poubelle aux riverains. Pas d'urinoir ni de latrine. Nous n'avons pas de bac, assez de bacs à ordures. Il y a quelques bacs qu'ils nous ont donnés et nous avons installé au niveau des buvettes. Et ils nous ont dit d'attendre d'ici peu, ils vont nous avoir des bacs d'ordures pour mettre les ordures. La plage est un agréable endroit pour la distraction et pour les fêtes, mais elle est encore plus agréable lorsqu'elle est propre. Voilà, merci beaucoup pour ce reportage. Nous nous retrouvons sur ce plateau Rock Aurélien Akoinou. Oui, bonjour. Bonsoir. Ah oui, bonsoir. Heureuse. Vous revenez de très loin là. Effectivement, on est lundi. N'est-ce pas? Le week-end a été. Ah oui, on le sent. Nous sommes avec vous et monsieur Sono Tchewa, voilà. Tchewa, attention. Tchewa. Tchewa, je disais depuis Tchewa. C'est un prénom assez évocateur. Tchewa, pour moi, c'est pas petit. Le mien n'est pas peu. Le mien n'est pas peu. Voilà. Tchewa. Tchewa. Ça, c'est vraiment un prénom assez original. Voilà. Alors, il est encadreur de brigadier balayeur. Ce que ça veut dire, il va nous l'expliquer tout à l'heure. Absolument. Et c'est déjà la première question puisqu'il est encadreur de brigadier chargé de l'assainissement des plages. Je vais vous demander en quoi consiste votre mission. Votre mission. Merci, monsieur le journaliste. Oui. Avant de commencer, je voudrais vous dire que l'assainissement de la plage est un projet contenu dans le PAG qui est porté par le ministère du cadre de vie. Et c'est la direction générale de l'environnement et du climat qui assure la direction. Le superviseur national qui nous encadre sur le terrain, c'est Decam Bethesda, par le biais du docteur Bédou. Et vous faites quoi dans tout ça? Alors, nous, en tant que ONG, AMCHART, précisément pour le compte de la mairie d'Agbo-Menkalabi, nous encadrons les brigadiers, pas des brigadiers qui portent des armes, c'est des brigadiers avec des balais. Okay. Nous encadrons ces brigadiers pour le compte de la mairie d'Agbo-Menkalabi pour que la plage soit désormais propre. D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui explique l'insalubrité aujourd'hui au niveau des plages? Bon, vous savez, avant le projet assainissement et sécurisation des plages, les riverains vont déverser les ordures sur la plage, calmement. Est-ce parce qu'ils n'ont pas de poubelles chez eux? Ils n'ont pas de poubelles et ne veulent pas non plus s'abonner aux ONG de collecte des ordures. Parce que là encore, c'est un autre problème. Hein? Voilà. Alors, indépendamment de ces ordures qu'ils viennent déposer à la plage, il n'y a que la plage aussi rejette autres espèces
d'ordures. Tout à fait. Vous avez les algues et vous avez tout ce que nous rejetons dans nos rivières, dans nos fleuves, qui nous reviennent à la plage. Comme ça, la plage est malpropre. Et comment arrivez-vous à vous occuper de l'assainissement des plages? Selon les explications que vous nous avez données, nous avons 5 plages. Nous avons 5 plages. Nous avons la plage de Sémé. Nous avons la plage de Cotonou. Nous avons la plage d'Agbo-Menkalavi. Nous avons la plage de Ouida. La plage d'Agbo-Menkalavi, là, franchement, vous paraissez étonné. C'était la question que je m'étais posée aussi, mais Togbin est dans la commune d'Agbo-Menkalavi. Ah, mais oui, voilà. C'est vrai. Alors, oui. Beaucoup pensent que quand on parle d'Agbo-Menkalavi, c'est Kalavi-Pota. Vous avez Godomé, qui disons, debout sur l'océan. C'est comme ça que Agbo-Menkalavi a une plage. D'accord. Donc nous avons la plage d'Agbo-Menkalavi, il y a la plage de Ouida, puis la plage de Grand Popo. Alors, et comment arrivez-vous à les rendre propres? Alors, c'est une organisation qui émane de la DGEC, la Direction Générale de l'Environnement et du Climat, au sein du ministère du Cadre de vie. Et comme je le disais, en collaboration directe avec DECAM Bethesda. Alors, on nous a affecté des brigadiers. Ces brigadiers, nous les avons organisés. Quand vous prenez par exemple la plage d'Agbo-Menkalavi, nous avons 3 zones. Il y a la zone Bidikoji ou Afakoji, il y a la zone centre, puis il y a la zone Adunko. Au sein de ces zones, nous avons sélectionné des équipes qui travaillent soit le matin, soit le soir. Alors, ces brigadiers sont habillés. C'est le ministère qui a fourni l'équipement, le matériel de travail, tout et tout. Et ils le font tous les jours? Ils le font, disons, ils se reposent jeudi et dimanche. Les autres jours, ils sont au travail. À cause de la chaleur actuellement, ils sont en journée continue de 7h à midi. Donc c'est comme ça que chaque brigadier a sa portion. Et vous êtes le chef des brigadiers de la commune d'Agbo-Menkalavi. Voilà, nous sommes de la plage d'Agbo-Menkalavi. Voilà, nous sommes le directeur exécutif de l'ONG Amchat, qui avons à charge la gestion et l'encadrement de ces brigadiers pour que les objectifs soient atteints. Et quelles sont justement les difficultés que vous rencontrez dans l'assainissement de nos plages? Actuellement, il y a l'incivisme. Il est dit qu'il ne faut plus occuper la plage. Mais vous voyez que les riverains continuent d'occuper la plage. Il n'y a que les pêcheurs, au retour des pêches, ramènent assez d'ordures. Tout à fait. Nous leur avons demandé de nous aider à ramasser, mais ils vous disent, vous êtes payés pour, et ils vous laissent les ordures. Vous avez ceux qui vont déféquer à la plage, tous les matins, tous les après-midi, sans vergogne, et sans même honte. Vous les voyez s'asseoir. Est-ce qu'il ne se pose pas un problème de sensibilisation et aussi un problème de sanction? Lorsque vous surprenez des gens qui vont déféquer, qui vont jeter des ordures, par exemple, à la plage, est-ce qu'il n'y a pas de mesures coercitives pour les contraindre à ne plus faire ça? Pour le moment, il n'y a pas de mesures coercitives. Nous sommes à la sensibilisation. Et nous espérons qu'avec le programme que le ministère est en train de mettre en place, avec le projet de protection du littoral et de lutte contre l'érosion côtière, il y aura des toilettes mobiles qu'on pourra déplacer pour permettre à ces riverains d'aller aux toilettes. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien déjà. Je vous laisse 30 secondes pour vous adresser justement aux usagers des plages et également aux riverains. Ah oui, les riverains, c'est leur dire la salubrité, c'est l'affaire de nous tous. Et quand ça va être propre, le tourisme va plus s'investir et comme ça, eux, ils pourront faire leur affaire. Donc, l'État a commencé quelque chose, il faudrait qu'ils puissent se donner le coup de pouce. Alors, par rapport à mes brigadiers, je leur dis coucou, parce qu'ils sont rompus à la tâche. Que ce soit de Sémé à Grand Popo, les plages sont désormais propres. Vous êtes sûr? On va faire le constat. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Tchirouya
Tiroya Sono. Vous êtes encadreur des brigadiers chargés de l'assainissement de nos plages. Merci d'avoir été là. Heureuse d'Anodé. Merci à vous aussi. De vous avoir reçu. Tout à fait. Vous avez une très belle robe. Merci bien, Roch. Aurélien Kouinou, vous avez une très belle chemise. C'est bon, merci. Merci pour avoir pensé à la plage. C'est notre devoir. Tout ça, ça participe au développement de la nation. Merci beaucoup. Merci, monsieur Tiroya. Miton Rouya, il y a souvent qu'à les Rouya. Alors, mesdames et messieurs, voilà. 3 grands plateaux qui viennent de s'achever. C'était à l'instant Nature et Bien-être qui se consacrait à l'assainissement de nos plages. Une affaire de tous. L'invité l'a souligné tout à l'heure. Avant de retrouver le 4e grand plateau qui sera l'Espère, on va retourner l'antenne à la rédaction où Estelle Pazou, elle est déjà là. Elle n'attend que nous. Estelle, vous avez l'antenne pour le 1945. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. L'eau conditionnée n'est pas produite dans des conditions optimales d'hygiène. Elle étanche la soif, mais serait mauvaise pour la santé et les acteurs du sous-secteur sensibilisent. Pour éviter les pertes post-récolte et la pénurie alimentaire, il faut penser à des techniques de conservation des produits agricoles, des pistes de solutions que préconisent les ingénieurs agronomes. Et puis sa corpulence, elle n'en fait pas un complexe, mais plutôt un atout. Adeline Agassouno est une femme ronde qui ne vit que pour la salsa. Nous irons à sa rencontre dans ce journal. Démarrons par ce clin d'œil à toute la communauté musulmane qui a démarré aujourd'hui son jeûne. C'est parti pour un mois de privation de nourriture, de boissons et de relations sexuelles depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le jeûne dans l'islam est un pilier de cette religion. Une pensée spéciale donc à tous les musulmans du Bénin. L'eau conditionnée en sachet n'est pas toujours propre à la consommation. Les conditions de production laissent parfois à désirer. Les études révèlent qu'une importante partie de ces eaux conditionnées contient des germes qui pourraient occasionner des maladies hydriques. Pour donc éviter ces maladies, les acteurs de ce sous-secteur sensibilisent. Gloria Oni. Les statistiques au plan national indiquent qu'environ 35 à 40% des eaux en sachet qui circulent dans nos villes ne sont pas de bonne qualité. La plupart des structures privées de traitement de l'eau conditionnée ne disposent pas d'accessoires ni d'appareils requis pour une production répondant aux normes sanitaires en la matière. Les eaux conditionnées en sachet seraient l'une des sources des maladies hydriques liées au manque d'hygiène qui caractérise le processus et l'état du matériel de production. Un laboratoire vraiment accrédité dans les normes qui se chargera de faire le contrôle de la qualité de l'eau mise à la disposition des populations. Il existe des tests de loi qui permettent à un producteur qui veut s'installer pour produire de l'eau, il a des tests auxquels il doit se conformer. On a remarqué que ces producteurs s'installent anarchiquement, d'autres font l'effort de se conformer, d'autres s'installent clandestinement et c'est le cas de la majorité. Les zones marécageuses, généralement insalubres, sont les endroits où ces usines artisanales de fabrication de l'eau conditionnée en sachet sont installées. Il est estimé qu'entre Cotonou, Porto-Novo et Abomey-Calavi, qu'on peut avoir jusqu'à 1000 producteurs. 1000 producteurs, mais la majorité produit dans des conditions ou dans des lieux où ils ne souhaitent jamais qu'on ait assez et l'eau apparaît seulement de quelque part, vous le voyez en circulation. Pour réglementer le secteur, le ministère de la Santé a pris certaines dispositions qui peinent à être mises en application. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, le décret qui nous permet de leur donner une autorisation de faire le suivi n'est pas encore signé.
c'est dans le circuit administratif. Dans la mise en œuvre de ces outils, nous avons remarqué qu'il y a des goulots d'étranglement, que nous avons décidé alors qu'il serait bon qu'on allège la tâche afin que celui qui veut prendre les dispositions pour de l'eau de bonne qualité puisse le faire et n'ait pas cette difficulté. Il apparaît alors que les conditions de production des eaux conditionnées en sachet sont décriées. Les acteurs du domaine y travaillent d'ailleurs en vue d'améliorer la qualité de l'eau destinée à la consommation. Pour faire face aux pénuries des denrées alimentaires, les agronomes préconisent l'adoption des techniques de conservation. Elles permettent une fourniture alimentaire stable et limitent les pertes. Fiacre Aladaye est ingénieur agronome et nous donne plus de détails au micro de Edwige Agossou, Rebecca Adjinankou et Ulvaeus Balogun. Le problème de conservation des produits agricoles se pose. Il suffit juste de faire un tour dans le pays pour s'en rendre compte. Lorsque vous allez juste à commencer à côté, vous voyez la tomate qui coule les rues, qui périt sous le bras des producteurs. Lorsque vous allez aussi un peu dans le nord, vous verrez également l'oignon. Vous verrez aussi la pomme de terre qui est produite, qui périt aussi malheureusement. Parlant de solutions, la responsabilité est plus ou moins partagée. Partant déjà même des consommateurs, qu'il faut sensibiliser davantage sur la consommation du local, qui permet aux producteurs d'écouler leurs excédents. Il y a aussi les techniques de transformation que nous devons revoir. Organiser les producteurs en de petites organisations, en petites coopératives pour mieux transformer ce qui fait encore de la valeur ajoutée à leurs produits pour pouvoir écouler les surplus de produits agricoles qu'ils ont chaque année. Il y a aussi les magasins que l'État peut accompagner, l'État peut appuyer les producteurs à construire, à mettre en place de petits magasins au niveau de chaque village, au niveau des producteurs, d'accord, pour stocker en fait les produits qu'ils ont. Parce que ne pas le faire, c'est ça qui motive d'ailleurs les commerçants, les grossistes, à acheter davantage ces produits à très bas prix, à les stocker et à les revendre. Ce n'est pas mauvais en soi, mais le producteur sort perdant. Et nous avons les mêmes produits à différentes saisons à des coûts très élevés. Adé Lastar est une femme ronde qui s'adonne aux danses afro-latines. Chose plutôt rare quand on sait que cette danse est réservée aux femmes de taille fine. Malgré son enfance difficile, elle mène une vie active débrouillarde. En dépit des préjugés, elle a su pleinement se consacrer à sa passion. Edwige Agossou, Ulvaeus Balogun et Rebecca Adjinankou nous proposent le portrait de Adeline Agassou. L'histoire d'Adeline et de la danse afro-latine est l'une des plus extraordinaires qui soit. Tout a commencé à l'Union culturelle et artistique des étudiants. Lucas, c'est là que j'ai reçu les bases. C'est là que j'ai commencé le théâtre et la salsa. Ronde et de surcroît férue de musique afro-latine, elle a connu un parcours atypique en raison de sa morphologie. J'avoue que quand j'ai commencé, beaucoup de personnes disaient qui va danser avec celle-là. Et c'était vraiment dur, très difficile parce que personne ne s'attendait à ce que je danse. Tout le monde me fuyait, mais tout le temps j'étais la première à venir à la répétition et la dernière à partir. La bonne humeur et Adeline ne font qu'un. Elle communique sa passion pour la danse latine autour d'elle. Il faut dire que c'est beaucoup donné par rapport au travail dans la session et dans toutes les prestations qu'on lui a données. La manière dont elle nous guidait, c'était très bien. C'est sous elle que j'ai commencé, mais pas de base, les membres. Elle m'inspire beaucoup, surtout avec sa forme quand elle danse. Vraiment, je suis sidérée. Elle arrive à fédérer toutes les forces autour d'elle. C'est une dame qui se fâche très rarement. L'ambiance, chaque fois quand je suis là, j'ai du plaisir à rester du début jusqu'à la fin. Grégoire est le cavalier de danse d'Adeline. Il s'entraîne au moins 4 fois par semaine, surtout pour préparer les compétitions de grande envergure. Fin 2017, début 2018, au Festival international de salsa, Bissaf, au Bénin. C'est par là que ça a commencé en fait. Ça restait 1 mois pour le festival et elle m'a dit de l'amener sur le festival. Et puis on a essayé de travailler dur pendant 2 semaines, sans repos. Et arriver sur le festival, c'était du ouf. Souvent sollicitée pour les festivals panafricains,
Grégoire et Adeline restent accrochés à un même rêve. Faire de la danse afro-latine un métier et dépasser les frontières de l'Afrique. Notre objectif, celui d'Adeline et moi, c'est de promouvoir l'art à travers la danse. Beaucoup plus notre culture, la culture béninoise. C'est mettre nos danses nationales dans les danses afro-latines américaines. Pour Adeline, loin d'être un handicap, ses rondeurs sont un atout. Rondes ou minces, les danses latines sont ouvertes à tout type de morphologie. Un brin de détermination et les ambitions sont atteintes. En Afrique du Sud, la Chambre des entreprises agricoles a annoncé que l'industrie de l'avocat devrait se chercher une place au soleil en Chine si elle veut améliorer ses possibilités de croissance future. Selon l'organisation, cette démarche serait bénéfique dans la mesure où le pays asiatique, actuellement 9e importateur mondial d'avocats, a accéléré ses achats de 4 tonnes à plus de 43 000 tonnes entre 2008 et 2018. C'est un non-voyant qui a à cœur son métier. Jean-Marie Vianney est enseignant rwandais qui fait la fierté de ses élèves et la direction de son groupe scolaire Amaro Anglican. La réussite de ses élèves en dit long sur son amour de l'enseignement. Jean-Marie Vianney indique cependant qu'il faudrait sérieusement penser au matériel didactique pour non-voyants et aux bâtiments qui leur sont pas pratiques dans les centres scolaires. Kassim Youssouf de la radio-télévision rwandaise. Ouimana Jean-Marie Vianney est âgé de 44 ans. Il est non-voyant et détenteur d'une licence en Kinyarwanda et éducation. Il dispense des cours de langue au groupe scolaire Amaro Anglican. Il vient de passer 5 ans dans l'enseignement et loue le gouvernement rwandais qui n'a pas marginalisé les personnes vivant avec un handicap et estime que ce métier l'a aidé à ne pas sombrer dans l'isolement et œuvre maintenant pour le développement de sa famille et du pays en général. L'intérêt pour moi, c'est que ce métier m'a permis de sortir et pouvoir prouver mes capacités. Et dans mon métier, on a mis en place la coopérative Omngari Musako et je prends un crédit comme les autres et je réalise des activités de développement. Par exemple, je collabore avec d'autres pour produire des briques à Mukondo. J'ai pu réhabiliter ma maison et mes enfants étudient dans des bonnes écoles. Ses élèves indiquent qu'ils réussissent très bien ses cours grâce à sa méthode participative. Il nous enseigne bien comme vous l'avez remarqué. À la fin de l'année, l'on a dans ses cours les marques A, B et C car il nous fait beaucoup travailler et nous comprenons ainsi ce qu'il nous enseigne. Nous assimilons très bien ces cours, surtout que ces élèves réussissent bien le Kinyarwanda aux examens d'État. Il a une excellente méthode d'enseignement. La directrice du groupe scolaire Amaro Anglican confirme les propos de ses élèves et souligne que Ouimana Jean-Marie Vianney a été l'enseignant le plus performant de son école pendant 3 années consécutives. Cet enseignant non-voyant a reçu le prix de performance à 3 reprises avec l'approbation d'autres enseignants. Nous considérons la réussite des élèves et c'est surtout dans ses cours. Même au cours de nos visites, nous apprécions son travail et les enfants comprennent très bien. Le vice-maire du district de Ruavu en charge du bien-être social indique qu'il est prévu dans le budget de l'exercice prochain de trouver des solutions aux doléances d'Ouimana Jean-Marie Vianney. C'est vrai que ce document que les non-voyants utilisent est nécessaire. En tant que district, nous y déployons des efforts et ensemble avec les représentants des personnes vivant avec un handicap au niveau national, nous allons voir comment leur fournir ces documents et aider cet enseignant qui a besoin d'accroître ses connaissances pour mieux accomplir son travail.
À propos des bâtiments scolaires non pratiques ou non voyants, le district invite les écoles à les corriger. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, le dernier plateau, je l'ai dit tantôt, ce sera l'expert. Il est là déjà, monsieur Romaric Mouftaou. Je l'ai dit tantôt, c'est un jeune engagé, mais il est précisément spécialiste des politiques publiques. Nous allons la voir tout de suite après le jingle. Monsieur Mouftaou, bonsoir. Je me permets de vous serrer la main. C'est un plaisir pour moi de vous avoir. Bonsoir, madame. Vous savez pourquoi? Non. Parce que vous êtes un jeune engagé, je l'ai dit et je l'assume. Et la particularité chez vous, c'est que vous le faites dans l'ombre. Et oui, beaucoup de jeunes vous connaissent, mais d'autres veulent également bénéficier de votre savoir. Et c'est la raison pour laquelle nous vous avons invité sur ce plateau. Merci d'être là. Merci à vous et merci à toute votre équipe de me recevoir sur votre plateau. Et comme vous l'aviez constaté, une équipe très féminine et très jeune. Très féminine et très jeune. Au fait, qui montre la tendance du Bénin. 52%, 62%. Oui. Ce sont les plus grandes proportions de la population en termes de jeunes et de femmes. Et de femmes. Et donc on dirait que votre gouvernance à l'interne ici a vu ce que c'est que le Bénin et a fait le choix approprié. Félicitations. Merci bien. Alors, le thème qui nous réunit ce soir, c'est la jeunesse béninoise, acteur principal de développement de la nation. En quoi? Vous savez, lorsqu'on parle de la jeunesse, on pense à des caractéristiques clés. On pense à l'énergie, la force, la fougue. On pense également à la créativité, l'innovation. On pense également à la relève. Donc, et dans le cas particulier du Bénin, lorsque cette jeunesse se retrouve en majorité, 52% de la population, on peut dire que le développement de ce pays passera nécessairement par cette forte proportion de la population qui a la force, qui a l'énergie, qui a la fougue, qui a l'innovation et la créativité. Et qui constitue donc une relève qui prendra le bâton de la course de relais et continuera donc le combat du développement que les générations passées et présentes ont démarré. Et vous l'aviez dit tantôt, les jeunes, c'est l'énergie, le dynamisme. Est-ce que ça suffit pour présenter un jeune qui veut le développement de sa nation, un jeune engagé? Vous savez, déjà quand vous dites engagé, c'est que le jeune a fait un pas de plus. L'homme, de manière intrinsèque, se bat pour sa propre réalisation. Et cela est normal. Cela est véridique sur tous les continents. Donc lorsque l'homme dépasse cette étape de se battre simplement pour soi-même et ajoute l'intérêt pour la communauté, le bien-être de la communauté, là on parle déjà d'une personne qui s'engage pour sa communauté, pour le bien-être social. Et lorsque des jeunes veulent s'impliquer dans ce sens, c'est déjà très bien parce que ça veut dire que la matière est là, la matière avec laquelle il faut travailler. Cependant, il faudra peut-être aider ces jeunes, les guider, les orienter, les éduquer, les former, afin que tous ces talents, toutes ces compétences, tout ce désir qui les anime, puissent être utilisés de la manière appropriée pour amorcer la pente du développement qui a déjà démarré avec ce que les autres générations ont fait. Donc, quand je prends la jeunesse béninoise, je sais que cette jeunesse est engagée. Je voulais d'ailleurs vous poser la question, comment qualifiez-vous la jeunesse béninoise dont vous faites partie, dont je fais partie? Sentez-vous l'engagement au niveau de la jeunesse béninoise? Honnêtement, je vois des jeunes engagés dans la jeunesse béninoise. Peut-être parce que vous êtes face à l'écran. Non, parce que ce n'est pas encore dans la grande proportion que nous souhaitons. La masse critique que nous souhaitons avoir pour pouvoir s'assurer que la grande proportion que les jeunes représentent influe et influence le développement du Bénin. Nous n'avons peut-être pas encore atteint cette masse critique.
Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a au sein de cette jeunesse bon nombre de jeunes qui, malgré les ressources disponibles, s'évertuent à apporter leur pierre à l'édifice du développement. Lorsque vous voyez des jeunes responsables d'associations qui consacrent leur temps à servir les autres, à organiser des séances de formation afin d'élever le niveau d'autres jeunes, ce sont des jeunes qui ont décidé de le faire bénévolement et volontairement, alors qu'ils auraient pu utiliser leur temps pour leurs propres intérêts individuels. Lorsque vous voyez également nos gouvernants qui essayent d'élaborer des politiques de développement qui vont en faveur de la jeunesse, et ceci en tenant compte des aspirations de cette jeunesse, on peut dire que oui, le Bénin fait son petit pas avec sa couche juvénile qui également essaye de progresser, mais sommes-nous déjà à l'arrivée? Non, nous faisons le parcours, nous faisons le voyage, et c'est sûr qu'à un moment donné, nous aurons une certaine masse critique. Je comprends bien votre appréciation et votre sentiment par rapport à la réalité. Et justement, cela a fait objet de recherche pour moi depuis 2 ans. Et l'on constate effectivement que beaucoup de jeunes ne s'impliquent pas dans l'élaboration des politiques publiques. Beaucoup de jeunes ne s'impliquent pas dans la gouvernance. Ceux qui le font, ce sont ceux qui ont le rêve après de devenir politiciens, de devenir des leaders. Et ça marche. Est-ce que ces jeunes-là même savent qu'ils doivent s'impliquer déjà dans la réalisation des politiques publiques? Non. Vous touchez un point crucial. Ce n'est pas encore entré dans notre culture. Il faut dire que lorsqu'un enfant est au cours primaire, en train de suivre l'éducation, on ne lui enseigne pas, bien sûr, il y a l'éducation civique, mais on ne lui enseigne pas encore le rôle du citoyen dans l'élaboration des politiques de développement. Par exemple, là, que le citoyen peut saisir son conseil municipal, la mairie, et notifier ou signaler quelque chose qui ne va pas dans le quartier. Je ne l'ai jamais fait, il faut l'avouer. Oui. Je ne l'ai jamais fait, mais je le sais. Et beaucoup de jeunes ne l'ont pas fait. En fait, je fais cette interrogation un peu partout où je passe et je discute avec les jeunes. Je dis, combien de personnes ici avons-nous qui ont participé à une réunion du conseil municipal? Généralement, personne. Alors je pose la question, mais combien de personnes ont juste écrit une lettre à leur maire ou à leur CA ou à leur délégué pour dire, CA parlant de chef d'arrondissement, écoutez, monsieur le délégué, monsieur le chef d'arrondissement, il y a un trou sur cette voie et cela peut causer des torts au public. Très peu. Alors, actuellement? Très peu. Ah bon? Oui. Et c'est cette éducation que nous pouvons donner en complément déjà à ce que notre jeunesse a pour amener cette jeunesse engagée et cette jeunesse qui observe à comprendre le rôle que les jeunes peuvent jouer pour accompagner le développement. Vous savez, lorsque j'ai dit ça la dernière fois, un jeune m'a dit, mais écoutez, si j'envoie et que personne ne répond, j'ai dit oui, mais vous savez, c'est dans la persévérance qu'on a le résultat. J'enseigne aux jeunes avec qui je travaille, si vous envoyez 20 fois, ils ne répondent pas, puisque chaque fois que vous envoyez une lettre, prenez l'accusé de réception. Si vous avez 20 fois, ils ne le font pas, faites-le encore. Tout ça constitue des preuves que vous pourriez utiliser un jour. Mais j'ai la conviction qu'aucun fonctionnaire, qu'aucun gouvernant qui reçoit autant de correspondance ne restera insensible à l'appel de ce citoyen. Et donc, si les citoyens ne commençaient pas à jouer ce rôle, de volontairement s'impliquer, allez savoir, ok, monsieur le maire, et le budget de notre commune, ça consiste en quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Nous pouvons poser la question. Oui, nous pouvons le faire. Et il y a un jeune qui il fait partie du corps des jeunes volontaires de l'UAC, de l'Université d'Abomey-Calavi. Quand il m'a entendu dire ça, il est allé dans une commune du plateau. Et il m'a écrit la dernière fois, il dit, vous savez, j'ai posé la question. Ils m'ont répondu. Et d'ailleurs même, la mairie lui a demandé s'il pouvait animer une formation à l'endroit des jeunes de leur commune. C'est dire que, en fait, les gouvernants ont besoin de cet accompagnement des citoyens. Mais nous avons souvent cette fausse notion
qu'il faut laisser le gouvernement là faire tout et nous devons jouir des résultats et nous critiquons, nous jugeons. Oui, c'est vrai. Et mon leitmotiv désormais depuis quelques années, c'est je ne veux pas critiquer, je vais agir. Que ce soit le leitmotiv de tous les jeunes, ne pas critiquer mais agir. Ou si on va critiquer, avant de le faire, se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait dans le sens de l'amélioration? C'est normal, les critiques objectives font partie de ce qui améliore le bien-être commun. Mais avant de le faire, il faut se poser la question de savoir quelle est ma part, qu'est-ce que j'ai fait pour faire avancer les choses. Si je joue comment les jeunes doivent agir? Quelles sont les actions concrètes, je dirais, parce que les actions, il y en a tellement. Mais quelles sont les actions concrètes que nous, jeunes, nous devons mener pour réellement contribuer au développement de la nation? Je pense déjà que la jeunesse doit développer cette culture et l'habitude d'aller vers les autorités. De manière professionnelle, en observant les règles de l'administration. Saisir les autorités par écrit et s'enquérir des différentes décisions ou approches de solutions qui permettront de résoudre les problèmes. Lorsque ces jeunes ont la réponse, ils ou elles peuvent maintenant faire leurs propres analyses, apporter leur contribution et soumettre. Et cela peut se faire à différents niveaux. Quand on entend ça, on se dit c'est un monde idéal, mais ce n'est pas vrai. Au fait, c'est un pouvoir que le citoyen a, mais que le citoyen n'utilise pas. La loi n'a jamais interdit à un citoyen d'aller s'asseoir à une réunion du conseil municipal. La loi n'a jamais interdit à un citoyen d'aller s'asseoir à une plénière de l'Assemblée nationale. Mais très peu le font. La loi n'a jamais interdit à un citoyen d'écrire ou de saisir ou d'appeler son représentant à l'Assemblée nationale pour lui dire « J'aimerais que telle loi comporte tel article à cause de ce que nous vivons dans cette communauté. » Et les jeunes doivent pouvoir faire ce lobbying. La même chose avec le ministre, le président de la République. Et lorsque un jeune le fait et que la masse critique dont je parle le fera, les gouvernants n'auront pas d'autre choix que de prendre en compte ce que la jeunesse dit. Donc là, si je comprends bien, l'implication du jeune doit déjà être au niveau de la communauté à la base déjà, au niveau local, voilà. Oui, et à toutes les échelles. Au niveau local, au niveau central également. J'invite les jeunes à s'impliquer non pas seulement au niveau local, mais également partout. Vous savez, ici, à BB24, si quelque chose ne va pas, le staff a le choix entre se plaindre, en critiquant, en parlant, mais ne rien faire, ou aller voir les autorités et dire « Ceci ne va pas, nous souhaitons que vous fassiez quelque chose ». Et le dire verbalement, ou le consigner par écrit avec une preuve, et observer, et pouvoir proposer des solutions, et observer si ces solutions sont prises en compte, et revenir à la charge pour dire « Tel jour, nous vous avions saisi, nous avions fait telle proposition, nous n'avions rien constaté après 2 mois. Nous revenons à la charge. » Il y a plusieurs approches qui peuvent être utilisées et que nous n'avons pas encore utilisées. D'accord. Je sais souvent que de plus en plus de jeunes s'investissent dans les actions communautaires. On les voit pour organiser des séances de nettoyage, d'assainissement de leur localité et tout. Et bon, on se dit, ok, mais parfois, c'est pour postuler à telle chose, à des grants, ou que l'ambassade ou les États-Unis, ou en tout cas les Nations Unies ou les organismes internationaux lancent souvent. C'est comme si c'est juste pour ça, pour ce retour-là qu'ils auront, mais pas pour cet engagement-là citoyen, engagement civique. C'est le constat que vous faites aussi? Oui. Vous avez raison que lorsqu'on fait la recherche, on constate en majorité que beaucoup de jeunes font les actions citoyennes parce qu'il y a quelque chose que l'on attend de manière individuelle en retour, non pas nécessairement pour l'objectif du bien-être communautaire. Alors, à ces jeunes, vous savez, on ne peut pas interdire à un être humain de se battre pour sa propre réalisation. Donc, on peut les comprendre. Et si on arrive à avoir 2 résultats en une seule action, ce qu'on peut encourager, c'est les amener à comprendre que oui, cette action que tu fais, essaye
non seulement de te focaliser sur toi-même. Dites-le dans cette caméra. cette action, je le dirai bientôt, mais prends en compte nécessairement ce que la communauté veut. Vous savez, actuellement dans mon quartier, il y a une expérience que nous avions démarrée, et c'est difficile, il faut le dire. Nous avions rapidement. Oui, très rapidement. Oui. Nous avions fait une campagne de nettoyage de toute la rue, et ça, c'est sans soutien de qui que ce soit. Mais il faut avouer que la mairie de Cotonou a envoyé les ramasseurs pour prendre les ordures. Alors j'ai dit à mon équipe, vous savez ce que nous allons faire? Nous allons recruter une personne par maison, tout au long de la rue, dans chaque maison, et tous les samedis matins, de 6h30 à 7h30, chacune de ces personnes va sortir, balayer devant sa maison jusqu'au milieu de la rue. L'autre aussi fera jusqu'au milieu de la rue. Ça me rappelle une époque révolutionnaire où je n'ai pas vécu, mais bon, dont j'ai entendu parler. Mais vous savez, nous avons du mal à recruter des volontaires parce que personne n'a ce temps-là. Mais si on arrivait à relever ce pari, cette rue sera toujours propre parce que les citoyens nettoient cela spontanément sans attendre que la mairie vienne le faire. Alors, si on comprend bien, mesdames et messieurs, de vos propos, il ressort juste que nous devons encore plus nous engager, nous jeunes. Oui, et je garde la foi que nous arriverons parce que ceux qui le font déjà constituent des modèles que les autres, tôt ou tard, vont suivre. Donc, vous savez, le bien va toujours prendre le dessus sur le mal, effectivement. Tôt ou tard. Merci à vous, Romaric Mouftaou. Vous êtes jeune engagé dans l'ombre, qui travaille dans l'ombre, mais spécialiste des politiques publiques. Avec vous, on a parlé de l'engagement des jeunes. Aujourd'hui, la jeunesse béninoise est acteur principal du développement de la nation. Prenons-en conscience, chers jeunes, chers frères, chères sœurs. Bonne soirée à vous, Monsieur Mouftaou. Merci beaucoup, Madame Danone, de m'avoir reçu sur votre plateau. C'est un plaisir. Merci à toute votre équipe. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les grands plateaux. J'aime bien le dire. Il sera frustré, je suis sûre. Mais nous allons à présent installer le plateau de Actuel pour recevoir Adonis Boom. Alors, nous sommes avec Adonis Boum qui a ce soir 3 informations pour nous obtenues sur la toile. Ado. Bonsoir la jeune heureuse. Le jeune Adonis, vous êtes un jeune engagé? Je m'engage seulement quand il y a mon ventre qui parle. C'est dommage. On vient de le dire, apparemment l'expert a parlé de vous sans le savoir. Ah oui, voilà. Alors, je suis le contre-exemple de l'exemple. Ce qu'il ne faut pas être, hein, mesdames et messieurs, chers jeunes, ne le suivez pas. Adonis n'est pas un bon citoyen. Je suis un bon citoyen. Alors, Adonis, 3 informations, je l'ai dit tantôt. Le Bénin, oh oui, c'est vrai, nous avons une information durant tout le week-end. Un guide touristique béninois et ses 2 accompagnateurs disparus dans le parc Pendjari. Ouais, l'information ne nous est pas venue depuis le vendredi, mais c'était depuis le mercredi que les 2 touristes français et leur guide, l'accompagnateur le béninois, ont disparu de radar, si on pourrait le dire. Ils étaient en vacances, les touristes faisaient une randonnée dans le parc Pendjari et devaient retourner le mercredi au soir dans leur lodge. On n'a pas eu de nouvelles d'eux. Le gouvernement, à travers le ministre de l'Intérieur, a publié un communiqué pour confirmer l'identité du corps retrouvé, qui est celui du guide. Donc le guide, lui, il est décédé déjà? Il est décédé déjà, il a été tué. Tué par balle, on a appris, c'est vérifié? Selon les informations parvenues, c'est juste l'identité qui a été confirmée. Confirmée, d'accord. On s'en arrête là. Oui. Bon, cela ouvre peut-être la voie à savoir où sont les 2 Français. Plusieurs pistes, enlèvement ou autres, sont à explorer, mais pour le moment, on est toujours en train de les rechercher. Après cela, nous avons eu quelques commentaires. Suite à cela, nous prenons celui de Sophie Douce. Nous avons la confirmation que les 2 Français ne sont plus dans le parc. Nous avons perdu leur trace à la frontière burkinabé, affirme un responsable du parc de la Pendjari suite à la disparition des 2 touristes français au nord du Bénin. Lionel Kiobé qui rend hommage à Fiak Bedji, qui est le guide touristique, hommage à Fiak Bedji, guide touristique du parc de la Pendjari au Bénin, tombé sous la violence des criminels alors qu'il faisait ce que la République nous commande, le travail. Puisse et daigne les polémistes en tout genre laisser son âme, la liberté de chercher et trouver la paix. Cela s'appelle être décent, être humain. Parce que, au-delà de...
l'irréparable est déjà fait. Oui, mais au-delà de ce qui se passe, il y a une autre polémique qui commence. Donc, effectivement, on a entendu trop de choses qu'on ne va pas relayer encore ici. Pour ça, Lionel Chobli demande de rendre hommage et de laisser la polémique, de rendre juste hommage à la personne qui faisait son travail. Pour que son âme puisse reposer en paix. Oui. Au Parti Victor, Fiak Beji, le guide le plus aimé de la Pandjari. Pour moi, un ami d'enfance, un frère et un ami. Pourquoi c'est toi qui dois payer le prix de la barbarie terroriste? Que ton âme repose à paix. Ces démons ne réussiront pas à faire tomber la destination touristique, parc national de Pandjari. Amen. Malheureusement, il faut toujours quelqu'un pour payer le prix. Oui. Malheureusement. Watonde Shadrach Wingbo, c'est lui le guide du parc Pandjari tué par qui ou quoi on ne le sait. Prions pour le repos de son âme. Honneur à ces hommes au service de l'Afrique. Je suis Fiacre Beji. Ah, il y a déjà cet hashtag qui est créé. Je suis Fiacre Beji. Loin de vouloir polémiquer, mais ça doit nous relancer dans un appel à l'aide, un appel au social. Parce qu'au-delà de l'événement qui est tragique, il y a une famille. Sa charge va revenir à qui? C'est vrai, ça c'est vrai, oui c'est vrai. Il faut voir ça vraiment au-delà de ce dont on parle. J'aurais appris qu'il y a déjà une mise en place, une mobilisation qui a été faite. Ils ont créé un compte pour pouvoir déposer des souscriptions pour sa famille. Voilà, si vraiment on pouvait avoir ça, on va balancer, c'est du social pour que les uns et les autres puissent... On va revenir sur ça. D'accord. Oui. Merci de nous apporter cela. Il faut venir. On peut aller sur une autre information. Oui, je vous laisse en parler. Avenger Games. Avenger Endgames. Connaissez-vous? Non, il faut l'avouer. Vous n'êtes pas fan des séries, des films Marvel, c'est sûr. Je crois, vous êtes franchement, c'est quel col ça? Vous êtes plutôt goth. Ah oui, je l'avoue. Dommage. Il bat presque tous les records. Le 22e film de l'univers Marvel est devenu le 2e film ayant engrangé le plus de recettes dans le monde. Ah bon? Dépassant ainsi un film culte, un film mythe, le Titanic. Ah oui. Selon les estimations publiées par la société spécialisée Exhibitor Relations le dimanche 5 mai dernier. Le 4e et dernier volet des aventures d'Iron Man, Hulk, Thor et compagnie, en salle depuis 11 jours, a récolté un total de 2,19 milliards de dollars au niveau mondial. Vous voyez? Et généré 145 Il y a quoi dedans encore autant? Il y a quoi dans Goth? Ok, bon, vous m'amenez à aller lire, à aller suivre ce film-là. En fait, non, c'est toute une série de films, mais c'était le dernier de l'épisode. Le dernier de la série. Ça se comprend. Ouais. Oui, ça se comprend. En Chine, il a généré une recette de 575,8 millions. En Chine seulement. Oui. Au Bénin? Non. Non, il faut nous parler. Vous êtes là à me critiquer depuis là sur le plateau que je ne suis pas ça. Maintenant, dites-nous pour les Béninois combien? Non, on va pas. Au Bénin, on ne pourra pas faire les chiffres. On ne pourra pas donner les chiffres. Vous n'avez pas cherché, monsieur. Mais c'est qu'il y aura des chiffres. Il y a des chiffres. D'accord. Oui. Avec de telles recettes, le film dépasse même largement aussi Star Wars. Ah. Ouais. Et en ligne de mire, le film le plus ayant généré beaucoup plus de recettes. Vous connaissez? Avatar. Ah oui, ça je l'ai suivi. Eh oui, il y a de quoi. Voilà. Mais il y a une troisième information qui fait peur là. Un avion atterri d'urgence en feu. Oui, ça s'est passé en Russie. Un avion de ligne transportant 118 passagers assurant la liaison Moscou-Murmansk a atterri d'urgence ce dimanche 5 mai. Après avoir fait demi-tour pour se poser en urgence. Ils ont recensé 41 personnes ont perdu la vie sur les 118. Beaucoup de thèses ont été évoquées, dont la foudre et autres. Oui. Ok, mais finalement, avec tout ce qui se passe, les crashs qu'on a par-ci par-là, on est tenté de dire que le transport aérien n'est plus le transport le plus sécurisé, comme on le disait. Mais bon, ça dépend de chacun a sa conviction. Il y a des endroits où vous voulez aller, vous ne pouvez pas. Effectivement. Vous êtes obligé de prendre uniquement l'avion. Il faut souligner que l'avion mis en cause a été retiré de toutes les autres compagnies il y a déjà un moment à cause de certaines
certains dysfonctionnements constatés. Donc là, je crois qu'il y aura des responsabilités et qui doivent être situées là. Bon, si les dysfonctionnements n'ont pas été relevés à un grand niveau, donc ça ne pourra pas, c'est pas comme le Boeing. Voilà. Ok, merci beaucoup, c'est tout? C'est moi. Ce sera tout pour ActuWeb, mesdames et messieurs. Adonis, au revoir. Bonne soirée. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le grand rendez-vous définitivement terminé. Tout ce qui nous reste, c'est de vous proposer la météo en rappel. Une fois encore, nous remercions tous ceux qui nous ont suivis depuis Savalou, dans le département des Collines. Nous saluons tous les musulmans et musulmanes qui nous ont suivis. Je fais un clin d'œil à Karamat Agbatao, la chef division émission plateau et magazine sur BB24, et à Agnat Bello et d'autres musulmans de l'ORTB. Je vous souhaite bon carême, bon ramadan à vous. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le grand rendez-vous de ce 6 mai 2019. On se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous très bien.